60 milliards de dollars américains. C'est le montant que la Chine souhaite investir en Afrique dans des projets qu'ils jugent concrets et durables, comme la protection de l'environnement ou dans la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, avec cette somme, la Chine souhaite encourager les investisseurs chinois à s'intéresser à l'Afrique de plus près. Par ailleurs, par générosité ou philanthropie, de 2018 et 2020, la Chine a effacé ou allégé une partie de la dette de plusieurs pays africains. Cela fait plus de 10 ans que la Chine a largement dépassé l'Occident pour devenir à elle seule le premier partenaire commercial de l'Afrique. Pourtant, dans les faits, des experts, des militants, des rapports, des façons de faire qui ne mentent pas, des comportements troubles de la Chine qui remettent en question son éthique nous démontrent que nous faisons face à une forme de capitalisme extrêmement violent. Et le premier exemple qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de ce capitalisme violent, c'est celui du Sri Lanka. En effet, en 2017, ce pays a dû céder ses droits à exploiter son propre port à cause d'une dette contractée quelques années plus tôt auprès de la Chine. À ces allégations, la Chine répond qu'il s'agit d'une diffamation. Car, au contraire, elle a une relation amicale avec l'Afrique. De plus, par rapport à certains, elle n'a pas des passés colonial ou esclavagistes avec les Africains. D'ailleurs, une étude publiée en 2020 a démontré que le 2/3 des Africains étaient favorables à la Chine. Un exemple qui pourrait donner du poids à cette étude, c'est qu'en 2018, le président rwandais Paul Kagame, qui d'ailleurs doit une partie du sort économique de son pays à la Chine, a déclaré que la Chine traitait l'Afrique comme son égal et que ses actions le prouvaient. Alors, Chine-Afrique, grand pillage, nouvelle forme de colonialisme ou des véritables partenaires d'affaires? Bonjour, je m'appelle Gaëlle Kanyeba et vous regardez les Chroniques de Gaëlle. Dans cette vidéo, de manière simplifiée, nous allons d'abord replacer la relation Chine-Afrique dans son contexte, puis nous allons nous intéresser à la relation win-win de la Chine-Afrique selon la définition de la Chine. Mais soyons d'abord bien clairs sur quelque chose. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de victimiser l'Afrique et de diaboliser la Chine. Au contraire, il s'agit d'exposer et de commenter les faits. Vous le savez, ou en tout cas vous vous en doutez, l'ambition ultime de la Chine, c'est d'être la première puissance mondiale. Alors je sais, dit comme ça peut un peu faire peur. Pourtant, ça serait hypocrite de blâmer la Chine de vouloir être la première de classe. Car l'histoire nous démontre que depuis la nuit de temps, il y a toujours eu un petit agitateur qui se croit plus malin que les autres et qui veut marcher sur les autres. En son temps, nous avons eu Babylone la Grande, nous avons eu l'Égypte antique, nous avons eu l'Angleterre et aujourd'hui encore, nous avons les États-Unis. Et donc, c'est juste au tour de la Chine d'être un peu gourmand. Pour continuer avec la rubrique historique, c'est en 1976, après la mort de Mao, que la Chine, pourtant fortement communiste, va décider de s'ouvrir à l'économie de marché. Et le résultat sera immédiat. La Chine va connaître une croissance économique accélérée. Mais c'est véritablement en 1992, lors d'un discours du président chinois Deng Xiaoping, que le destin chinois va complètement changer. En effet, celui-ci va déclarer « Enrichissez-vous », encourageant ainsi les Chinois à conquérir le monde. L'idée est de prendre les éléments positifs du capitalisme afin d'encourager un socialisme à la chinoise. L'ambition est un peu plus claire, faisant de la Chine la première puissance mondiale. En somme, de 1970 à 2006, la Chine va connaître une croissance économique exponentielle et vertigineuse tant elle ne cessera de battre des records. Mais il y a un hic. La Chine consomme beaucoup de matières premières. Et puisqu'en économie, on définit la rareté comme une situation où les besoins et les désirs dépassent les ressources que nous possédons, la Chine se retrouve dans une situation où elle doit répondre à une forte demande, mais ses ressources sont épuisables. Et donc, en tant qu'entrepreneur affûté, elle doit trouver des solutions pour assurer ses ambitions de grandeur. Ainsi, l'Afrique, terre bénie en matières premières, deviendra l'un de ses principaux fournisseurs. Petit à petit, la Chine va se rendre au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Sud-Soudan, en Angola afin d'extraire le pétrole, puis suivront la Zambie, la République démocratique du Congo afin d'avoir du cuivre, puis ça sera l'aluminium en Guinée, ça sera l'uranium en Gambie, ça sera de l'or, le diamant en Afrique du Sud, bref, le bois tout tu passes, l'Afrique devient le siège de la Chine. Et à chaque fois, la Chine utilise le même modus operandi pour parvenir à ses fins. C'est-à-dire qu'elle prend des matières premières en échange des infrastructures modernes.
Illustrons cela par un exemple concret. Admettons que nous avons un pays X et ce pays est riche en coltan. Et il s'avère en même temps que la Chine a prévu pour 2050 d'atteindre un certain quota de voitures électriques. Qu'est-ce que la Chine fera? Elle ira voir ce pays, elle dira « Tiens, tu sais quoi? J'ai besoin de ton coltan. Si tu me donnes ton coltan, moi en échange, je te promets que je te construirai un aéroport moderne. Je te construirai également des routes et j'encouragerai mes investisseurs à venir ouvrir des commerces dans ton pays. Qu'est-ce que tu en dis? Marché conclu, marché conclu. » Et là, je vous vois déjà bondir de là où vous êtes. Vous vous dites « Quoi? C'est une blague !» Donc, elle va prendre mes matières premières en échange de quelques portions de route, d'un aéroport et de quelques commerces. Ça sent pas un peu l'arnaque quelque part? Eh bien, la réponse n'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce que ce deal est malheureusement ou heureusement profitable aux Africains. Car sans ce deal, les Africains ne seraient pas dans l'air du temps. Parce que quand la Chine arrive dans un pays, elle vient avec ses ingénieurs, son personnel qualifié, avec ses appareils performants. Chose qui n'est pas forcément le cas des pays concernés. C'est-à-dire que grâce à la Chine et grâce à son matériel, elle permet à ces pays-là d'avoir une illusion de modernité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du personnel qualifié en Afrique. Je suis en train de dire que la gestion de certains pays africains a démontré que tout seuls, ils ne sont pas capables de construire les routes adéquates, avoir des aéroports modernes et approvisionner les besoins de première nécessité de leur population. De plus, il y a un autre fait qui est irréfutable. Le Made in China a permis à l'Africain lambda, qui n'a pas un grand pouvoir d'achat, d'avoir accès à des produits de première nécessité comme un téléphone. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, un téléphone est un produit de première nécessité. D'avoir un téléphone à bas prix, d'avoir un ventilateur à bas prix, chose qui autrefois était réservée à l'élite africaine sous la domination française et américaine. Un autre volet nécessaire pour comprendre cette relation Chine-Afrique. L'intérêt de la Chine pour l'Afrique ne date absolument pas d'hier. Sur Internet, vous trouverez plusieurs documents fiables qui font remonter cette relation depuis le 5e siècle. Mais dans cette vidéo, on n'a pas le temps de remonter aussi loin. Nous allons directement aller à 1949. En 1949, on sent le mouvement de décolonisation arriver. Le président chinois de l'époque, Liu Shaoqi, va profiter de l'occasion pour inviter les Africains à se joindre à la cause chinoise. Mais l'échec va être chaotique. Personne ne l'écoute. Et pour cause, les Africains n'ont pas forcément envie de quitter la domination française, belge, etc. pour aller se mettre sous une autre domination qui est la domination chinoise. Et ça, la Chine va très bien comprendre ça et va vouloir apprendre de son erreur. En 1961, nous sommes en plein tourbillon des indépendances. Avec beaucoup d'humilité, Mao va faire un deuxième pas. Il va introduire un programme d'aide au développement, il va soutenir les mouvements indépendantistes et déjà à l'époque, il va commencer à financer des grands travaux. Mais le succès des efforts de Mao sera mitigé, car il n'obtiendra que la 5e place dans le palmarès des personnalités préférées des étudiants africains. Il faut bien savoir que les étudiants africains jouent un rôle de premier plan dans la quête de l'émancipation africaine. Ainsi, Mao sera derrière Nehru, premier ministre de l'Inde de l'époque, il sera derrière Nkrumah, derrière Nasser ou encore le fameux Sékou Touré qui occupe la première place. Mais la Chine ne se décourage pas. Elle sait qu'en Afrique, il y a un véritable rejet des Occidentaux et qu'elle a désespérément besoin d'alliés car elle a un conflit avec la Taïwan. Mais sa persévérance va finir par payer lorsqu'en 1971, l'Assemblée générale des Nations unies expulse la République de Chine, Taïwan, au profit de la République populaire de Chine, la Chine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Grâce au vote de 26 pays africains, la Taïwan est éjectée au profit de la Chine. Pour plusieurs, c'est l'indignation, mais sauf qu'il est difficile à prouver car 10 ans plus tôt, la France a utilisé le même procédé pour échapper aux condamnations suite à ces massacres faits en Algérie. Mais si en 1971, il n'y avait que 26 pays qui rejetaient la Taïwan, aujourd'hui, dans toute l'Afrique, il n'y a qu'un seul pays qui a gardé des relations diplomatiques avec elle. Il s'agit de l'Eswatini. Bon. Si tu ne connais pas l'Eswatini, je te rassure, moi non plus je ne connaissais pas. Au fait, l'Eswatini c'est juste la Swaziland. C'est cadeau.
Si lors des grandes rencontres, des grandes réunions, des grandes institutions, la parole des pays africains, pour ne pas dire les pays du Sud, ne vaut pas grand-chose, généralement, lorsque vient le temps de faire passer les grandes décisions, leur vote est très déterminant. Si vous suivez un peu de plus près l'affaire de la FIFA, plus d'une fois, les pays africains ont été accusés de corruption pour pouvoir faire passer un pays au lieu d'un autre. Mais bon, ça c'est une autre parenthèse. Il y a beaucoup de documentation là-dessus sur Internet que je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par la question. Pourquoi c'est important de revenir sur l'événement de 71? Car après cette tempête de critiques, la Chine va officiellement adopter qu'un seul discours. Elle va dire qu'elle veut garder uniquement des relations de nature économique avec ses partenaires africains. Elle leur promettra qu'à la différence de la France ou des États-Unis, elle ne va jamais se mêler de la gestion de l'État de ces pays. Bien au contraire, elle promet d'apporter à ces États son soutien, tant elle va investir dans le domaine de la communication, l'agriculture, etc. Et s'il y a bien une catégorie à qui cette décision plaît énormément, c'est bien les dictateurs africains. Et pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit précédemment, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les pays africains ne produisent rien, ou en tout cas ne produisent pas grand-chose qui leur permet d'être indépendants. Ce qui fait que les pays africains, pour vivre, dépendent énormément des Occidentaux. Ils ont besoin des financements, ils ont besoin des médicaments, ils ont besoin des vaccins, ils ont besoin qu'on leur construise des routes, des universités, etc. Sauf qu'il y a un problème. Depuis un certain temps, les pays occidentaux sont eux-mêmes en ruine, ils sont en faillite. L'Union européenne est en chute, les États-Unis est en chute. Et ceux qui ont l'habitude de prêter de l'argent, comme le FMI et la Banque mondiale, posent énormément de conditions. Généralement, pour prendre de l'argent dans des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, ils exigent du pays concerné une certaine stabilité politique. Or, vous le savez peut-être, en Afrique, s'il y a bien un fléau qui subsiste, c'est qu'il n'y a pas de stabilité politique. Généralement, les dirigeants, ils aiment bien quand même s'accrocher au pouvoir. Ce qui fait qu'ils ne rencontrent pas forcément les attentes du FMI et de la Banque mondiale. Donc, c'est très compliqué pour eux d'emprunter de l'argent. Or, la Chine, qu'un président fasse 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, c'est pas vraiment son problème. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas des questions qui l'intéressent. Par conséquent, le dictateur 2.0 a plus intérêt de collaborer avec la Chine qu'avec les Occidentaux. De plus, il y a encore une autre donnée qui n'est pas à négliger, c'est qu'en Afrique d'aujourd'hui, on supporte de moins en moins les politiques européennes, occidentales. À présent, je pense que le contexte historique de la Chine-Afrique est suffisamment placé. Passons pendant quelques minutes à la relation win-win de la Chine-Afrique selon la définition de la Chine. Pourquoi la relation win-win telle que définie par la Chine et l'Afrique semble en vérité très compliquée et profiter uniquement à une seule de deux parties? Imaginez que vous traversez une crise, un peu comme la crise de la Covid que nous connaissons tous. Et par conséquent, vous perdez votre emploi, vous perdez tout, et vous ne savez plus du tout comment remplir votre frigo et nourrir votre famille. Vous venez me voir par la suite et vous me dites « Oh Gaëlle, toi qui as le cœur sur la main, peux-tu me prêter un peu d'argent afin que je puisse nourrir ma famille ?» Et moi, bien sûr, puisque j'ai le cœur sur la main, je te dis « Mais bien sûr que je vais t'aider. Combien as-tu besoin ?» Et vous me répondez « 100 $ me suffirait. » Donc je te dis « Ok, il n'y a pas de souci, je vais te prêter 100 $. Mais avant de te donner mes 100 $, je vais tout de même te faire signer un contrat que j'appellerai une clause de sûreté afin d'être sûr que tu vas vraiment me rembourser mes 100 $. Et là, vous vous dites, ouais, c'est normal, là, tu sais, il n'y a pas de souci. Enfin, ok, je signe. Et dans cette clause de sûreté, je vous dis, vous avez 20 jours pour me rembourser mon argent. Et si, à l'échéance, vous ne me remboursez pas mon argent, je viendrai chez vous. Et quand je viendrai chez vous, votre lit m'appartiendra. Et non seulement que votre lit m'appartiendra, mais aussi vos enfants m'appartiendront.
Et après avoir eu vos enfants, en fait, c'est votre maison qui m'appartiendra. Et ce, pendant une période de 99 ans. Est-ce que ça semble être un deal correct? Pas sûr là, tu sais, pas sûr pantoute. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le Sri Lanka. En 2015, la Chine prête 1,4 milliard de dollars américains au Sri Lanka afin que ce dernier construise un port. 2 ans plus tard, en 2017, le Sri Lanka se retrouve à défaut de paiement. Il va voir la Chine et il dit à la Chine, écoute, je suis pas très convaincu que je pourrais te rembourser ton argent. Et là, la Chine lui répond, écoute, c'est pas grave, c'est la famille, on peut s'arranger. Et la Chine propose au Sri Lanka un troc. Et lui dit, écoute, comme tu peux pas me rembourser, je comprends. Alors, ce que je veux, c'est prendre contrôle de ton port pendant 99 ans. Il faut savoir que le port sri-lankais est l'un des ports le plus important du continent. Et là, la conséquence est que pendant 99 ans, les Sri-Lankais seront des locataires dans leur propre pays. Ça frôle l'aberration. La question qu'on pourrait se poser, la Chine avait-elle préparé son coup? Car en prêtant une si forte somme d'argent dans un délai excessivement court au Sri Lanka, il était évident que ce pays serait incapable de rembourser le montant dû. Et le plus dur dans cette affaire, c'est de savoir que ce n'est même pas le président qui a signé cet acte qui va payer ces 99 ans, mais en vérité, c'est les générations futures qui vont se retrouver à payer des dettes dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de ces dettes des pays africains qu'ils ont auprès de la Chine et nous allons dresser une liste des 5 pays africains qui ont des fortes chances de se retrouver dans le même lot que le Sri Lanka. Et donc, c'est le moment où je te demande de t'abonner, de commenter, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Fais-le, s'il te plaît. En somme, dans ce win-win, c'est une situation où si tu me rembourses mon argent, je gagne, et si tu es incapable de me rembourser mon argent, je gagne toujours. En vérité, dans cette situation, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est la Chine. Un autre élément qui met ce win-win à mal, nous l'avons dit précédemment, depuis un certain temps, la Chine a changé de discours officiel et elle a toujours dit qu'elle voulait conserver des relations uniquement économiques avec ses partenaires africains. Sauf que depuis un laps de temps, on se rend compte que les intentions de la Chine deviennent un peu plus claires. La Chine veut être la première puissance mondiale. Et comme en 71, la Chine semble vouloir utiliser encore le même stratagème, c'est-à-dire utiliser les pays africains pour parvenir à ses fins. Plusieurs experts accusent la Chine de soft power, c'est-à-dire utiliser une méthode douce afin de persuader ou influencer un État sans utiliser les armes à faire ce que l'on souhaite. Utiliser la méthode douce pour persuader ou influencer un État, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Pendant des années, des décennies, les États-Unis ont utilisé ce procédé pour dominer le monde. D'ailleurs, en la matière, on se rend bien compte que si la Chine a bien un modèle en tête, c'est les États-Unis. Depuis un certain temps, les centres culturels chinois poussent comme des champignons un peu partout en Afrique. La Chine tente d'influencer le gouvernement africain afin d'encourager leurs enfants à apprendre le mandarin. En 2012, la Chine a ouvert sa première station télé CGTN au Kenya. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez le temps, de regarder cette chaîne avec un regard critique. C'est assez intéressant. Vous vous rendrez compte que, au grand jamais critique la Chine. Au contraire, on promeut un peu les actions chinoises en Afrique. Et des chaînes comme cela, la Chine a promis d'en créer plusieurs dans différents endroits stratégiques de l'Afrique. En 2017, la Chine crée sa première base militaire en Djibouti, juste à côté de la base militaire française américaine, alors qu'elle a toujours dit qu'elle voulait garder des relations économiques avec ses partenaires africains. Alors, qu'est-ce qu'une base militaire fait en Djibouti? Pour finir cette première partie de vidéo, on se rend bien compte que dans la relation Chine-Afrique dite win-win,
Le seul véritablement capable de gagner quelque chose, c'est la Chine. Pourtant, paradoxalement, 2/3 des Africains sont favorables à la Chine. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Premièrement, il y a le passé lourd, colonial, esclavagiste des Occidentaux, dont on n'en veut plus. Deuxièmement, il y a l'incapacité des Africains à être indépendants. Et troisièmement, il y a ces dictateurs qui, dans la Chine, font leurs affaires. Mais une chose est sûre, c'est que les contrats signés aujourd'hui, les seuls à pouvoir véritablement payer les pots cassés sont les générations futures. Je vous remercie énormément d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et aussi à m'écrire si vous avez besoin que je puisse parler d'un sujet en particulier. Je vous dis merci et à la prochaine.